les bases par rapport au sport acrobatique. Ensuite, après, ce qui a été dur, c'est de repartir de zéro parce que c'est, comme tu dis, des galipettes, mais en fait, c'est des... c'est comme tous les sports, c'est vraiment de l'habitude. Et en fait, simplement, tu vois, en gymnastique, tu as une vitesse horizontale qu'il faut transformer en verticale. Parce que tu cours vers un saut de cheval, tu cours au sol, tu étais vraiment sur de l'horizontal et d'un coup, il faut percuter, aller en vertical et faire des saltos. Donc forcément, il y a une technique qui est adaptée à ça. Et puis surtout, on arrive par les pieds, on évite la tête, quoi. Et en fait, en arrivant au plongeon, bah, c'est du vertical à vertical. On part de l'arrêt ou de vertical. Et donc, du coup, il faut faire un plongeon. Donc, forcément, si tu fais une technique de gym, ça ne marchera pas du tout. Et aussi, il faut arriver par la tête. Ça fait 10 ans que tu dis à ton corps, tu fais tout ce que tu veux, mais pas par la tête, quoi. C'est vraiment la tête, c'est violent. Donc, tu arrives à aller à la limite sur le dos, tu arrives sur le côté, sur les genoux, tu arrives comme tu veux, mais pas par la tête, quoi. Et là, non, ventre et dos, c'est plutôt, faut éviter. Et on va plutôt essayer d'arriver par la tête. Et donc, c'est très très dur de changer des habitudes. Donc, il faut désapprendre des réflexes. Donc, du coup, le début, tu as un peu l'impression de ramer quand même. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! We are live. Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Offray. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin, merci de te libérer. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, s'il te plaît? Comment ça, il y a des gens qui me connaissent pas? Non, c'est normal, je suis plongeur. Donc, moi, c'est Benjamin Offray, j'ai 25 ans. Je fais du plongeon, je suis en équipe de France depuis 10 ans. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, j'ai terminé quatrième. Je fais champion d'Europe l'année suivante, en 2017. Et là, je prépare les Jeux Olympiques de Tokyo 2021, du coup, avec le virus, voilà, c'est décalé. En parallèle, je suis des études d'informatique. J'ai eu ma licence et je suis inscrit en master maintenant. Donc voilà principalement. Superbe. Comment ça commence pour toi le plongeon? C'est quand le premier plongeon d'ailleurs? Premier plongeon, c'est en 2010. Moi, je faisais de la gym avant. J'étais en structure de haut niveau, pareil en gym. Et puis, j'ai eu le malheur d'avoir des blessures pendant la croissance, hein, parce qu'on rentre tôt. Je suis parti vers 11-12 ans en internat. Donc, on a commencé à faire du 20 heures par semaine à 11-12 ans. Et forcément, il y a un moment où on grandit. Et du coup, tout ce qui est cartilage, tout ça, ça prend plutôt cher sur cette période-là. Parce que la gymnastique, c'est quand même vraiment traumatisant, quoi. Quand tu percutes un saut de cheval ou tout ça, c'est que de la butée articulaire. Et donc, du coup, pas mal d'inflammation, tout ça, vraiment lié à la croissance. Et ils n'ont pas pu me garder sur la structure parce qu'après 8 mois passés au vestiaire, t'as beau être bon, champion de France l'année d'avant, c'est difficile de justifier de te garder parce qu'il y a du renouvellement tous les ans et tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un des entraîneurs qui croyait en moi, qui m'aimait bien et qui était un ami de l'entraîneur de plongeon de l'INSEP qui m'a dit écoute, là tu vas devoir arrêter la gym, enfin en tout cas au niveau, donc tu vas peut-être retourner dans ton club, mais je peux peut-être essayer de te faire passer les tests parce que tu es vraiment bon acrobate et je pense que ça serait dommage que tu arrêtes. Donc ouais, j'ai dit on peut toujours tenter. En plus, quand même, on parlait de l'INSEP, quoi, ce qui était le rêve. Et donc du coup, j'ai passé les tests et puis après quelques séances, l'entraîneur Alexandre Rochas m'a dit que lui, il voulait me prendre, qu'il allait proposer mon dossier et que après quelques jours après, il m'a dit qu'il avait été accepté. Donc si je voulais, je pouvais rentrer à l'INSEP en plongeur. Donc forcément, ça se refuse pas. C'était pas mon sport à la base, mais c'était une aventure à tenter. C'était pas mon domaine, donc je me suis dit simplement, si j'arrête parce que ça me plaît pas, ça me convient pas, ce sera pas grave. L'issue sera la même, mais j'aurai pas de regrets, quoi. Et ce qui est un peu ma philosophie tout le temps, c'est pas de regrets. Vraiment faire les choses au bout, parce que je pense qu'il y a rien de pire que de se retrouver à un moment donné, de se dire bon, si je m'étais bougé un peu plus ou si j'avais fait ça c'est vraiment des sentiments qui sont durs à enlever, donc c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place. Donc voilà comment je suis arrivé au plongeon. Donc c'était en 2010.
C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'avant d'arriver à faire du plongeon, tu savais déjà faire des galipettes sur un tatami, tu savais faire des triples saltos, je Ouais, suppose, avec je des... savais déjà faire des triples saltos, c'est de la gym, donc avec les 6 agrès, donc le sol, cheval d'arçon, les anneaux, saut de cheval, barre parallèle, barre fixe. Donc je faisais tout ça, on n'avait pas de... on nous demande souvent s'il y avait un agrès préféré, enfin, ou quel agrès on faisait, on est obligé de faire les 6. Donc je pratiquais tout ça, donc du coup, voilà, depuis mon vraiment plus jeune âge, et puis là, à haut niveau, donc du coup, tout ce qui était sens de rotation, sens de l'équilibre. J'étais passé par les structures de haut niveau en gym aussi au plus jeune âge, donc j'avais le sens de la rigueur, tout ça, donc des choses que tu peux pas développer si tu restes vraiment simplement en club ou tout ça. Donc c'était un bon avantage pour attaquer un nouveau sport. J'avais déjà des, des bases par rapport au sport acrobatique. Ensuite, après, ce qui a été dur, c'est de repartir de zéro parce que c'est, comme tu dis, des galipettes, mais en fait, c'est comme tous les sports, c'est vraiment de l'habitude. C'est que de l'habitude. Et en fait, et bah, simplement, tu vois, en gymnastique, tu as une vitesse horizontale qu'il faut transformer en verticale. Parce que tu cours vers un saut de cheval, tu cours au sol, tu étais vraiment sur de l'horizontal et d'un coup, il faut percuter, aller en vertical et faire des saltos. Donc forcément, il y a une technique qui est adaptée à ça. Et puis surtout, on arrive par les pieds, on évite la tête, quoi. Et en fait, en arrivant au plongeon, bah, non, c'est du vertical à vertical. On part de l'arrêt ou de vertical. Et donc, du coup, il faut faire un plongeon. Donc forcément, si tu fais une technique de gym, ça ne marchera pas du tout. Et aussi, il faut arriver par la tête. Et donc ça, c'est pareil, tu as fait peut-être avant une dizaine d'années de gym. Moi, j'avais une dizaine d'années de gym avant, parce que je suis arrivé au plongeon à 15 ans. Ça fait 10 ans que tu dis à ton corps, tu fais tout ce que tu veux, mais pas par la tête, quoi. C'est vraiment la tête, c'est violent. Donc, tu arrives à aller à la limite sur le dos, tu arrives sur le côté, sur les genoux, tu arrives comme tu veux, mais pas par la tête, quoi. Et là, non, ventre et dos, c'est plutôt, faut éviter. Et on va plutôt essayer d'arriver par la tête. Et donc, c'est très très dur de changer des habitudes. Donc, ça a été les premiers temps, ça a été pas facile parce qu'il faut vraiment reprendre de zéro, vraiment peut-être même pire que de zéro dans le négatif, parce que c'est pas que tu n'en as jamais fait que du coup on t'apprend à le faire, c'est qu'il faut désapprendre des réflexes. Donc du coup le début, tu as un peu l'impression de ramer quand même. C'est extraordinaire. Tu sais quoi le pire plat que t'as fait, du coup, au début? Au début, c'était de 3 mètres. 3 mètres du saut, on faisait un matin, on faisait un concours, on dit on fait tous le même plongeon. On fait tous le même plongeon et celui qui fait le plus beau gagne. Et donc du coup on a fait ça le samedi matin et moi je pars, il était pas mal, je crois que j'arrive 2 ou 3e. Et, euh, et du coup, lundi, on dit, on revient le lundi après le week-end, on dit on fait la revanche. Et du coup, là, je me dis, bon, je vais essayer de faire encore mieux. Donc, plus de rotation, montrer plus de facilité. Et sauf qu'en fait, je me suis complètement perdu en l'air. J'ai ouvert et je pensais qu'il y allait avoir l'eau à tel endroit. Finalement, c'était le plafond. Le temps de me retrouver, j'étais arrivé complètement à plat. Et j'ai eu des bleus pendant une dizaine de jours. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu portes une combi à l'entraînement ou vous faites Non, tout, non, tout non, le temps en maillot de bain? on est en slip de bain. Donc, c'est pas le. Au début, ça fait bizarre, pareil, de se retrouver en slip, tu vois. Mais c'est parce que ça tient mieux tout ce qui est à tenir, tu vois. Le boxer Je vois de très bain, bien. concrètement, ça tient pas ce qu'il faut tenir. À la vitesse où on arrive dans l'eau avec les rotations, ça tient pas assez. Est-ce qu'en prenant l'habitude de mettre un slip, éventuellement, tu prends l'habitude de bronzer en slip après ou pas? Moi, si tu me regardes bien, j'ai pas trop l'habitude de bronzer tout court. Donc, moi, je bronze pas, je suis plutôt à fuir le soleil parce que je suis très très blanc, voire au-delà. Donc, mais après, non, non, en vacances, on évite. Quand on va à la plage, on essaie de pas le sortir. Tu mets combien de temps, du coup, à faire tes premières compètes, vu que tu commences à 15 ans? Bah, moi, je suis rentré du coup à l'INSEP en septembre 2010 et je fais champion de France en mars 2011, donc 6 mois plus tard, 6 ou 8 mois plus tard. Et du coup, j'intègre l'équipe de France junior à ce moment-là. Il fallait que tu fasses absolument champion pour être dans l'équipe de France? Il fallait être un ou deux, premier ou deuxième, et remplir des minima de points. Et c'était la condition en fait quand je suis rentré au plongeon. On m'a dit par contre, tu as un an pour être en équipe de France. Donc t'as pas trop de temps à perdre non plus. On te laisse en fait, on laisse une chance. L'INSEP, c'est un pôle de perfectionnement. Donc normalement, c'est que des gens qui sont déjà en équipe de France, en fait, c'est l'aboutissement de leur sport. Mais comme au plongeon, il y a très peu de piscines, très peu de structures, on se permet et on est même obligé à l'INSEP de faire de la formation. Mais du coup, ces critères, on dit, bah, on laisse une chance. Voilà, t'es gymnaste, on te laisse une chance. Il y a un coût qui est très important. Donc, bah, bouge-toi, quoi. C'est pas t'es à l'INSEP et c'est fin de l'aventure, quoi. T'es à l'INSEP C'est le début. et ouais, t'as un an pour être en équipe de France, quoi. Là, tu fais, ah ouais, ok. Bon, bah, on va y aller.
Comment est-ce qu'il repère les talents comme ça? Tu viens d'où, toi, à la base, par exemple, pour on t'ait repéré comme ça? Bah moi je t'ai dit c'est mon entraîneur de gym qu'on a parlé à l'entraîneur de plongeon de l'INSEP parce que c'était des bons amis et qu'il avait déjà fait faire un passage de la gym au plongeon à un gymnaste qui avait été blessé vraiment un peu comme moi quelques années avant. Donc après bah c'est un peu comme dans tous les milieux, tu repères quoi. Tu sais, tu vois, hein, c'est nous voilà, on est dans l'acrobatie, on est dans la gym depuis tout petit, tu vois celui qui a la fibre acrobatique, qui va apprendre vite, qui imprègne vite quelque chose, on lui apprend, il fait un passage, on lui dit bon là il y a ça à corriger, si le passage d'après il y a déjà un début d'évolution, c'est que tu vas dans le bon chemin. Donc nous tu vois quand même vite celui où tu dis bah lui il n'y arrivera jamais. Enfin à haut niveau, tout le monde en travaillant, tu peux atteindre beaucoup de choses, mais là encore une fois on était sur du voilà, c'est l'INSEP, c'est l'aboutissement, c'est les équipes de France, c'est pour préparer les JO. Donc tu cherches vraiment des gens où tu dis ça va être possible parce qu'encore une fois il y a beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. La fédération prenait en charge 80% de la pension de l'INSEP qui était quand même de 1 000 euros par mois. Donc il y a quand même beaucoup d'argent, après toutes les compétitions, tout ça. Donc du coup, voilà, il faut repérer ceux où tu te dis peuvent aller au haut niveau, quoi. C'est pas juste, ce gars-là, tu vois qu'il travaille dur. Quelque part, ça suffira peut-être pas, tu vois, si tu travailles très dur, mais tu dis, oula, il a zéro souplesse, il a jamais fait un salto de sa vie, il sait pas faire un équilibre, il sent pas son corps, il y a trop de choses à apprendre, quoi. Il faudrait qu'il passe par des structures inférieures. Là, voilà, ce genre de choses. Et t'as gardé contact avec les anciens avec qui tu faisais de la gym? Ouais, certains, pas beaucoup, parce on était vraiment très jeunes, donc en fait les chemins se séparent et puis tu perds contact petit à petit, quoi. Donc aujourd'hui pas beaucoup, non. Bon, alors du coup, ça ressemble à quoi une piscine d'entraînement? Tu saurais nous décrire un peu alors déjà, je sais pas si on dit ça une piscine. Est-ce qu'on dit piscine? On dit bassin? On dit autre chose? Ouais, non, une piscine. On est dans la Fédération française de natation pour la partie eau. Donc on est les seuls de la fédération qui savent pas nager. Parce qu'une fille de natation artistique, quelqu'un du water polo sait nager, les nageurs savent nager, mais nous on rejoint juste le bord. Donc on est dans la fédération de natation, mais on sait pas nager. Bah, quoi ça ressemble? Nous, on va avoir besoin d'une partie de ce qu'on appelle le travail à sec, un espace à sec, c'est-à-dire on va avoir un espace pour faire ce qu'on pourrait apparenter en fait à de la gym. On va retrouver un trampoline, on va retrouver de quoi faire des saltos sur le sol. Ça va nous permettre de vraiment décomposer le mouvement. Donc, un plongeon, comment ça se travaille? C'est tu travailles juste le premier tour, c'est-à-dire que tu pars soit de ton tremplin qui arrive sur un tapis si tu fais du tremplin, soit d'une caisse qui ressemble à une plateforme, qui arrive sur un tapis, et là tu fais juste le départ et le premier salto. Donc on travaille vraiment le départ, il n'y a pas de te soucier d'avoir 3 tours, d'avoir 10 mètres de chute, 3 mètres, enfin ce que tu veux. Tu travailles vraiment le départ et tu isoles cette partie-là. Après on va travailler la rotation elle-même plus au trampoline. Donc là comme c'est du trampoline, c'est pas du départ de plongeon, c'est pas une arrivée de plongeon parce que c'est plus par les pieds. Pareil, trampoline, il faut m'éviter d'arriver par la tête. Et là, on va plus travailler l'entretien de la rotation. Voilà, qu'est-ce que ça fait de prendre 2, 3 tours. On peut avoir des longes pour nous aider. Et puis ensuite, on va aller dans l'eau et là, faire vraiment des demi-rotations et travailler la partie ne pas faire d'éclaboussure. Et puis, une fois qu'on est dans l'eau, et ben là, on va commencer à faire des gammes et rajouter, composer, faire nos gammes pour arriver jusqu'à 2 tours et demi, 3 tours et demi, 4 tours et demi, tout ça. Donc, on a besoin d'un espace à sec pour travailler toutes ces phases-là, d'échauffement, d'abdos, ouais, ce qu'on pourrait apparenter à la partie gymnique un peu. Et puis après, bah, il y a un bassin avec des plongeoires, quoi. Ça, c'est comme en compète, comme on peut voir en compétition. C'est vraiment, il y a les plongeoires de 1 mètre, les tremplins qui rebondissent. À 3 mètres, ça rebondit également. Et puis après, des plateformes 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres. Ah la vache. Et alors du coup, c'est quoi ton record de rotation? Parce que tu parles de C'est 3 4 et tours et demi. demi, 4 tours et demi. 4 et demi, ouais. 4 tours et demi. Donc ça veut dire que tu fais 4 tours en l'air et tu finis en plongeon. C'est ça. Donc tu pars de 10 mètres, tu as 1 seconde 6 pour faire 4 tours et demi. Savoir où t'en es et faire rentrer tout ton corps dans la taille de tes mains. Parce que c'est ce qui permet de ne pas faire d'éclaboussure, c'est qu'il faut que tout le corps rentre dans le point que les mains vont impacter. Donc voilà. Il y a une technique pour ça? Ah ouais, forcément, il y a des techniques. Déjà, il y a l'habitude. On commence pas à 10 mètres, on commence pas par 4 tours et demi. C'est comme je te disais, tu arrives. En fait, au début, on se laisse tomber. Donc, tu te mets en haut du plongeoir, que ce soit 1 mètre, 3 mètres, même au bord.
Et puis en fait, tu te laisses tomber vers la main, vers l'avant, tu vas aller impacter l'eau. Donc là, il y a très peu de rotation, donc tu vas vraiment travailler ces sensations pour créer ces habitudes, comme je le disais, pour savoir quelle est la bonne verticale, qu'est-ce qu'il faut faire sous l'eau, comment il faut impacter, comment il faut être dur. Dur dans le corps, parce que voilà, si tu impactes le corps tout étendu, les mains allongées, forcément le corps a plus de facilité à se déformer. Et donc du coup, quand on impacte à 60 km/h, il faut bien se dire qu'il faut que les abdos ce soit du béton, parce que sinon le dos il va le faire qu'une fois, quoi. Donc sentir ces choses-là, et puis après une rotation et demie, et puis en fait ça se crée avec le temps. Et donc du coup ouais, c'est assez complexe voilà. Ouais, je te dis, ça dure 1 seconde 6, on arrive à 60 km/h dans l'eau, donc c'est un mur. Et c'est assez complexe de réussir à faire tout ça. Donc c'est la particularité un peu de notre sport, quoi. C'est que tout se joue en 1 seconde, quoi. C'est extraordinaire d'estimer les gens sur 1 seconde, du coup. C'est ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la beauté du sport, c'est que tu peux avoir des grosses surprises au plongeon. Tu peux avoir des grosses surprises parce que même le mec très très fort, ça va tellement vite qu'en fait une erreur de un, un dixième de seconde, tu vois, une erreur d'un dixième de seconde, en fait, par rapport à 1 seconde 6, c'est quasiment 10%, c'est 5-10% du plongeon, et en fait, tu vas arriver, au lieu de vertical, tu vas arriver à un angle de 20 degrés, et puis tu vas passer de la note de 10 à la note de 6. Et là, tu viens de passer de champion olympique à un mec qui a plein de regrets. Donc, c'est ce genre. Donc, c'est la beauté du sens où on peut avoir des belles surprises et on ne sait jamais vraiment, et c'est très intense. C'est jamais joué jusqu'au dernier plongeon. Nous, on doit présenter 6 plongeons. Donc, tu as réussi les 5 premiers, en fait, c'est toujours pas fini. Il n'y a pas d'avance. Tu peux pas avoir une avance suffisante, en fait, surtout au niveau mondial, quoi. Tu peux pas te permettre de dire j'ai une avance suffisante. Mais c'est aussi, quand toi tu le vis, ça peut être cruel, quoi. Tu te dis, voilà, j'ai bossé 10 ans, tu as bossé 10 ans pour ce jour-là, et puis ce jour-là, il t'a manqué 5 centièmes de seconde, et t'es pas passé de premier à deuxième, quoi. T'es passé de tout à rien. C'est incroyable. Ça veut dire que si tu fais 6 sauts, est-ce que tu as un tri au fur et à mesure? Je connais pas du tout, par Non, pas contre. du tout. Alors en fait, nous, c'est éliminatoire, demi-finale et finale. Et tu dois présenter 6 sauts. Pourquoi 6 sauts? Parce qu'il y a 6 sens de rotation. Donc il y a les saltos en avant, les saltos arrière. Les saltos, il y a des vrilles. Les départs où on part sur les mains, en équilibre. Et après, il y a les 2 sens spéciaux qui sont un peu difficiles à expliquer à l'oral. Mais en gros, on va faire un salto arrière, mais en se déplaçant vers l'avant. Donc c'est vraiment un salto arrière, mais en se déplaçant vers l'avant. Donc on va se mettre en haut du plongeoir, mais face à l'eau. Normalement, quand on fait un salto arrière, l'eau est derrière. Et là, en fait, on est face à l'eau et on va faire un salto arrière en essayant d'avancer. Et après, il y a l'inversement, salto avant en reculant. Et donc, du coup, on est obligé de présenter les 6 sens. Donc, on présente ça aux éliminatoires. On prend les 18 meilleurs. On remet tout à zéro, demi-finale. Ils font leurs 6. Hop, et là, après, on prend les 12 meilleurs et on est en finale. Et là, pareil pour la finale, on remet les compteurs à zéro. Donc, tu as gagné éliminatoire demi-finale, et tu n'as pas de point d'avance. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de point d'avance. On ne peut pas dire ce gars-là, il a gagné les élims et la demi-finale, ça vaut tant. Non, zéro. On remet tout à zéro. Et en finale, tu représentes 6 plongeons. Et tu peux Et, pas et- et- évoluer en fonction de l'évolution, faire de paris. Tu dois dire 24 heures à l'avance ce que tu vas faire et dans quel ordre. Donc tu peux Ah pas dire, ouais. bon, j'arrive, c'est le 5e plongeon, allez, j'en ai raté un, bingo, tout pour le dernier. Non, tu peux pas faire ça. Ton programme, il est figé 24 heures à l'avance. Ah la vache. Et alors, si tu fais 6 puis 6 puis 6, donc tu fais 18 plongeons sur une compétition à chaque fois. Ouais, exactement. C'est sur Et deux donc, jours. c'est ça, ok. Ouais, j'allais demander, parce que du coup, ça veut dire que si tu fais 18 plongeons qui durent 1 seconde 6, en fait, tout se joue en 30 secondes finalement, Ouais, c'est dans ça. la C'est totalité. ça. Mais après, c'est, c'est le, on n'est pas le seul sport où tout se joue en 30 secondes, hein, au final. Ouais, je pense au mec au sprinter du 100 mètres où il doit faire 3 fois 10 secondes, c'est un peu pareil. Nous, la différence, c'est que dans ces 30 secondes, il y a chaque centième de seconde peut te tuer, quoi. Comment tu vas évaluer? Tu peux nous expliquer un peu la note sur 10, elle vient de quoi? C'est la vitesse de rotation, c'est le nombre de rotations, c'est le temps que tu mets pour tomber, c'est la propreté, tu m'as dit effectivement, d'atterrissage. C'est un peu de tout. C'est une notation. Il faut que ça soit dans les respects des critères techniques. Donc, c'est-à-dire que
Il y a une façon de faire les plongeons, un peu comme au patinage artistique, tu sais, la pointe doit être tendue. Si tu fais des vrilles, tu dois arriver bien d'un axe à un axe. Et tu dis que tu vas faire un demi-tour, bah, c'est pas un quart de tour, c'est ce genre de choses. Donc, il faut respecter ça. Ça va inclure la distance à la plateforme, c'est-à-dire que la trajectoire que tu as pu faire. Donc, si tu pars trop loin devant, bah, c'est pas bon. C'est pas une trajectoire qui est verticale. Si tu pars trop proche, bah, soit tu touches, soit tu as fait peur à tout le monde parce que ta tête est passée à 2 cm de la plateforme. Donc, il faut que ce soit à la bonne distance, en sécurité. Il faut aussi donner l'impression que ce soit facile. Et c'est ça, c'est un peu comme on dit souvent au cirque, tu vois, ils sont bons quand tu as l'impression que tu pourrais le faire. Et ben en fait, c'est ça. C'est que des fois, le mec, il part, il fait 3 tours et demi, il saute haut, la distance, il fait pas peur, ça tourne très très vite. Donc à la fin, en fait, nous, l'objectif, si tu veux, c'est de finir le plongeon à 6 mètres, en fait. Parce qu'après, ça tombe très très vite. Et pendant les 6 derniers mètres, faire planer le corps vraiment étendu et aller chercher vraiment une fin toute en finesse et aller chercher l'ouverture. Donc si tu finis tes 3 tours et demi à 50 cm de l'eau, ça fait, waouh, c'était chaud. Il n'y avait pas de il y avait pas de place supplémentaire. Et sinon, tu as montré que tu as maîtrisé. Donc ça va être ce genre de choses. C'est des mecs qui vont partir. C'est très très fluide, ça tourne très bien, ils ouvrent très bien, ils rentrent dans l'eau et là, ça paraît facile. Et ça, c'est très recherché aussi. Et t'as pas l'impression qu'à force de faire des chutes dans l'eau, alors j'exagère exprès parce que je sais que tu mets les mains, mais à force de faire des chutes dans l'eau, t'en perds un peu des neurones? Non, on se protège la tête. En fait, on attrape vraiment C'est comme je disais, c'est les mains qui impactent. Et en fait, nous, on appelle ça. Quand tu fais un plongeon où il n'y a pas d'éclaboussure, ça s'appelle faire un trou. Et pourquoi faire un trou? C'est parce qu'on rentre dans un trou. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, pour représenter à l'oral, en fait, on va attraper nos 2 mains. Peu importe la façon, on va attraper nos 2 mains avec une main à plat pour que ça fasse une zone d'impact et l'autre main, en fait, qui attrape les phalanges. Et ça, il faut que tout soit aligné et tout le corps rentre là-dedans. Donc en fait, les mains vont impacter l'eau, elles vont forcément emmener des perturbations vers le bas. Et à un moment où tu es environ aux épaules qui arrivent dans l'eau, donc ta tête commence à passer, en fait, les mains, on va les écarter sur le côté, les ouvrir une fois qu'on est sous l'eau. Ce qui fait que là, tout le corps rentre, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. À la vitesse où on est, l'eau n'a pas eu le temps de se refermer. On arrive à 60 km/h, donc l'eau n'a pas eu le temps de se refermer. Donc toi, tu rentres dans rien. Tu as vraiment tout pris dans les poignets et les épaules. Et sous l'eau, tu écartes tes mains pour que ces perturbations, elles repartent. Elles repartent sur le côté. Et donc, du coup, après, l'eau se remet à plat à cet endroit-là parce que c'est juste comme s'il y avait il avait manqué de l'eau, elle se referme, elle ne va pas, avec une perturbation, et d'un coup se reclaquer sur elle-même et faire des éclaboussures et tout ça. Donc, du coup, c'est vraiment les mains qui prennent tout et ta tête, en fait, elle n'est pas censée toucher l'eau quasiment, quoi. Ah ouais, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces... je me mets dedans, mais ces goujats qui font des bombes sur le côté de la piscine? Je pense que c'est la base du plongeon, en fait, quelque part. C'est le sport. Le haut niveau, c'est une des facettes en fait. C'est une des facettes de tout. C'est l'aboutissement. C'est peut-être ce qui peut donner envie d'en faire. C'est ce qui peut donner envie de le supporter. Mais le sport, c'est pas que le haut niveau. C'est l'âme d'un sport. C'est de prendre plaisir, de jeu, de jouer, d'aller chercher au plongeon du coup à se faire un petit peu peur, d'aller chercher un petit peu ses limites. Donc si au début, les gens, ouais, ceux qui vont déjà oser sauter d'une plateforme de 5 mètres, en fait, c'est ça l'essence de base. Ils se sont fait peur, ils se sont sautés là-haut, ils se sont amusés. Ils ont quelque part cherché à faire la plus grosse bombe. Donc, tu vas les voir tomber un petit peu sur le dos, sur le côté. Ils vont essayer des techniques et tout ça. Et puis, en fait, ça, c'est les rudiments, des rudiments, des rudiments du plaisir et du sport. Et puis, en fait, après, tu t'amènes à dire, bah, tu vas le faire, essayer de faire un peu mieux. Et puis là, après, il y a les clubs et il y a tout ça. Mais quand ils font ça, bah ouais, ils s'amusent et c'est cool. C'est toujours de 10 mètres du coup les sauts où il y a différentes Au étapes niveau olympique, tu as le 3 mètres. Donc là, c'est un tremplin, ça rebondit. Donc c'est à toi de te créer ta hauteur pour faire les plongeons. Il faut savoir quand même, les mecs du tremplin de 3 mètres, ils montent à bien 6-7 mètres. Donc c'est des physiques du coup un peu plus puissants. Et à 10 mètres, là, ça va juste jouer sur la détente. Donc c'est des personnes un peu plus explosives. Là, c'est vraiment du béton. Il y a simplement un revêtement au bout anti-dérapant, forcément, pour pas qu'on glisse. Ce serait vraiment dangereux. Et là, c'est des personnes beaucoup plus explosives, donc avec des gabarits un petit peu plus secs, qui sont vraiment ouais, de l'explosivité, parce que là, c'est à toi de te créer ta détente, c'est à toi de te créer ta vitesse de rotation. Et quelque part, avoir des énormes cuisses, ça te fait pas sauter plus haut, mais ça peut te ralentir. Donc, c'est deux physiques un peu différents. et tu t'es fait des frayeurs déjà?
T'as déjà eu des Ouais, bien moments sûr. où tu t'es fait waouh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, bah, il y a pas longtemps, je me suis perdu en quadruple et demi avant. Donc voilà, tu vois, je la prenais et je devais faire 4 tours et demi. Et quand j'ai ouvert, bah, pareil, c'était le plafond. Je suis arrivé par le visage, donc ça pique. Qu'est-ce que. Ah oui, c'est ça. Du coup, tu te dis juste ça pique et tu repars la seconde d'après pour en Non, refaire non, un non, deuxième? ça a piqué, ça, il y a eu des séquelles. Mais on va Ah la pas faire vache. peur à tout le monde, mais Non. voilà. Il y a des séquelles parce que là, c'est le visage qui a tapé. Mais ouais, en fait, la frayeur, en fait, c'est pas le plat, en fait. C'est pas l'impact lui-même. Alors, ça peut, si t'arrives mal, vraiment, il y a des gens qui. Enfin, ouais, t'as des hémorragies pulmonaires, t'as des perforations des poumons, t'as des côtes qui pètent, t'as des arcades qui sautent. C'est rare. Mais oui, comme le corps arrive à 60 km/h sur l'eau, quand il arrive bien à plat, bah, c'est pareil, il n'y a pas de répartition. Donc là, tu prends cher. Mais en fait, ce qui est difficile, euh, c'est de te refaire confiance, d'y retourner. En fait, nous, tu remets tout en fait dans les mains de tes habitudes. Tu peux pas penser à tout parce que, comme je te disais, si on énumère toutes les actions qu'il y a à faire en 1 seconde 6 sur un quadruple et demi avant, il faut forcément qu'il y ait de l'habitude et qu'il y ait de l'automatisme. Le problème, c'est quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'en reviens à te dire est-ce que je peux faire confiance à ces automatismes? Et du coup, tu as tendance à être beaucoup plus vigilant. Et le problème, c'est que si tu essayes après, tu es trop vigilant, quand tu vas partir pour refaire rien qu'un triple et demi, il y a tellement de choses à gérer en l'air que si toi, tu essaies de enfin, contrôler que toutes les étapes ont été faites, tu es à la ramasse et ça se repasse mal. Et en fait, tu peux vite enclencher un cercle vicieux. Donc, nous, on va vraiment avoir peur de ça. Forcément, on n'a pas envie de toucher la plateforme, mais on n'y pense pas parce que si tu y penses, forcément, pareil, tu es paralysé et on sait qu'on a des bonnes techniques et c'est très progressif. Et si on se retrouve là, c'est qu'on a la base et qu'on est censé se retrouver là, on nous envoie pas au casse-pipe. Mais ça va vraiment des choses qui marquent parce que tu te dis d'un coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comment ça se fait que ça s'est mal passé? Et ça, c'est plus ça que l'impact lui-même qui est difficile. T'as quelqu'un qui t'aide sur le mental à remonter dessus? On a des gens qui nous aident, on a des préparateurs mentaux. C'est vachement important, hein. C'est pareil, on essaie d'optimiser toutes les phases de l'entraînement. Donc l'entraînement, c'est pas juste l'entraînement, c'est la récupération, c'est la nutrition, c'est vraiment tout est, tu dois tout optimiser parce que tes adversaires le font. Aujourd'hui, le niveau est tellement haut que, entre guillemets, s'entraîner bêtement, dire je vais à la piscine, je fais des répétitions, enfin, je rentre dans l'eau, je remonte, je rentre dans l'eau, je remonte, je rentre dans l'eau, je remonte, ça suffira pas aujourd'hui. Donc il faut obligatoirement essayer d'optimiser en fait tout quoi. Ça s'entraîne comme tout, hein. On entraîne les muscles, on entraîne la tête, hein. Je pense que c'est hyper important. Tu la sens la différence été hiver? Je sais pas si tu prends un demi-kilo en plus, un truc comme ça? Non, on prend pas trop enfin le poids, on est assez stable. De toute façon, on s'entraîne toujours autant. L'hiver, en fait, il fait un peu plus froid, donc comme on fait que rentrer, sortir de l'eau, on a un peu froid tout le temps, donc tu consommes de la calorie. Donc au final, le poids, on fait pas trop le yo-yo. Mais l'hiver, c'est difficile, ouais. Aller à la piscine l'hiver, le matin il fait nuit, le soir il fait nuit. T'as pas forcément tout le temps envie d'aller te mettre en maillot, quoi, et de savoir qu'il va faire froid. C'est des moments où tu te dis, oh là là, je vais être fatigué, il fait nuit, j'ai pas de force, ça caille, et puis là, je vais devoir me mettre au bout du 10 mètres et faire passer mon crâne à 10 centimètres de tout ça. Des fois, tu te dis, oh, qu'est-ce que je fous là? Mais bon, c'est les moments qui te rendent fort, hein. De toute façon, quand c'est facile, c'est facile, et si c'était facile tout le temps, enfin, tout le monde le ferait, et voilà, quand c'est facile, quoi. C'est le concept. Mais le jour où tu réussis à persister dans la difficulté, le jour où ça redevient facile, c'est encore plus facile et tu peux encore plus en profiter. C'est dans ce sens-là où on dit souvent aux gens, faut pas arrêter dans les moments difficiles. Quand c'est difficile, c'est là en fait où on apprend. Bah, c'est vrai, ça peut dépendre des personnes, mais le côté quand c'est difficile, c'est là qu'on apprend. Bah, ça peut être vu aussi dans ce sens-là. Ça peut être bah, quand c'est difficile, là ça la ramasse. Donc le jour où ça va être facile, tu vas voler, tu vas être encore beaucoup plus à l'aise, ça va être beaucoup plus facile parce que il y a un mois encore, c'était hyper dur. Alors que si on évite dès que c'est difficile, que c'est tout le temps facile, bah on met notre standard à un niveau différent et le moment où ça devrait être facile, ça peut être difficile, on n'en profite pas autant. Donc l'hiver, c'est important. C'est horrible, mais c'est important. Il en faut pour tout le monde. Ouais. Bon, on va revenir un peu sur cette période
on va dire ton quotidien. Juste peut-être pour reprendre rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc 15 ans, tu te remets tu changes, pardon, excuse-moi, de gymnastique à plongeon. Oui. À partir de quand ça devient ton métier? À partir de quand? Parce qu'au début, c'est, je suppose, un format sport-études, mais à partir de quand ça en devient ton métier à Bah, part je suis entière? toujours en sport-études, je suis toujours à l'école, je suis toujours à l'université avec des horaires aménagés. euh, Tout ça, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre, parce qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour nous aider. Euh, c'est pas totalement du sponsoring, on va pas s'étaler sur ça, mais en fait, je suis pas sportif professionnel, dans le sens où un sportif professionnel est payé pour aller s'entraîner, en fait. Souvent avec une contrainte de résultat, comme si c'était un métier, en fait. Et moi, c'est plus, on va dire, je suis payé parce que je plonge. Donc, c'est plus du soutien aujourd'hui, c'est plus du soutien qu'un emploi. Donc, je peux continuer à aller à faire des études, à faire des choses, à rentrer dans le monde de l'entreprise si besoin, parce que cette aide fait aussi qu'on peut aussi travailler, être employé et se faire l'expérience dans le monde du travail, encore une fois avec des horaires un peu décalés. Donc, que c'est devenu mon métier, ça l'est pas vraiment, en fait. Ça l'est pas vraiment. Ça reste une passion, et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en vivre. Mais la liberté de, je suis libre dans mes choix de compétition, quoi. Ça se passe vraiment entre moi et l'entraîneur. C'est pas, il n'y a pas de contrat de club, tu vois, comme pour y avoir au football ou dans le truc. On représente rarement le club, il n'y a que les championnats de France, donc une à deux fois par an. Et il n'y a pas de contrat, de contrainte. C'est vraiment géré avec le staff fédéral. Donc eux, c'est pareil, c'est des employés d'État. Donc je ne suis pas employé par l'État, et c'est des employés d'État. Et on gère le calendrier, on fait vraiment ce qui est de mieux. Il n'y a personne qui intervient ou qui a à dire bah, il faudrait que Benjamin fasse ceci ou cela. Ok. Et tu parlais tout à l'heure d'informatique que tu faisais Ouais. en plus de ces plongeons. Quand est-ce que ça commence, cette passion pour l'informatique? Passion. Moi, j'ai toujours été un peu geek, j'aime bien les hautes technologies. Il fallait faire des études, c'était important. Déjà, ça donne un équilibre, parce qu'on va vite de s'enfermer dans le sport, en fait, hein, de faire sport, 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 sport. C'est bien aussi de faire autre chose, de s'ouvrir au monde, d'avoir la tête à un moment donné où, en fait, elle est vraiment occupée à faire autre chose, et du coup, elle n'a pas le temps de penser au sport, quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal. Donc, du coup, c'est un peu aussi, c'est un équilibre important. Une carrière, ça dure 10, 15 ans. Aller à 27, 28 ans, c'est fini. Si t'as pas fait d'études, bah super. Tu as fait des choses bien, enfin, bien ou pas bien dans le sport. En tout cas, tu as investi beaucoup de temps. Et maintenant, bah, il reste 30, 40 ans à bosser, à faire d'autres choses. Et si t'as pas pris le temps de faire des études, bah, tu auras vraiment kiffé ton moment pendant 10, 15 ans. Et après, tu vas le payer pendant 40 ans, quoi. Alors que si tu as fait des études en parallèle, et ben, ça te permettra de faire quelque chose qui t'intéresse après, quoi. Et c'est aussi rassurant de se dire, voilà, parce qu'on peut se blesser à tout moment, on peut ne plus avoir envie à tout moment, ne plus pouvoir. Il y a plein de raisons qui font qu'aussi le fait d'avoir un backup, c'est vraiment stable, c'est rassurant et c'est sain. Donc bah, moi, du baccalauréat, je suis rentré à la fac, quoi, et puis j'ai suivi mon parcours. Et alors, pour le coup, l'informatique, c'est plus mon domaine que le plongeon. Tu vises quoi comme métier, du coup? Moi, je veux pas faire dans l'informatique. Moi, je veux être Ok. pilote de chasse. Vraiment? C'est vraiment l'objectif ultime, c'est les deux rêves de gosse, c'était les anneaux olympiques. Donc ça c'est fait, mais comme j'ai fait quatrième à Rio, il faut que j'ai une seconde chance. Je veux retenter, ouais, j'ai retravaillé dur pour pouvoir retenter une Olympiade et essayer de ce coup-ci, essayer d'aller chercher mieux. Mais sinon, ouais, vraiment le deuxième rêve de gosse, c'était à l'époque le Mirage 2000 Rafale. Donc aujourd'hui, c'est plus orienté Rafale pour la marine, porte-avions, tu vois, Top Gun. Et donc du Très coup, ça bien. c'est l'objectif vraiment ultime. Mais c'est pareil, c'est un projet qui est très incertain. Il y a des paramètres qui dépendent pas de toi. C'est pareil, il suffit pas de travailler pour pouvoir le devenir. Donc c'est pareil, avoir un plan B, pas tout miser dessus, parce que comme c'est quelque chose euh, qui prend comme le sport tout ton temps, le jour où tu fais, tu arrêtes ta vie, ça devient ta vie, tu vis sur base, tu vis vraiment t'as plus de temps pour toi, en tout cas, enfin, ouais, si, quasiment tout du long, mais principalement le temps de ta formation, tu peux pas t'y préparer ou quoi. Donc, du coup, j'ai fait des études.
me disant bah, je fais du sport, j'ai le temps de faire des études, j'ai des plans B dans tous les cas. J'aurais appris des choses, j'aurais fait travailler mon cerveau aussi, tu vois, tu aurais appris des choses, c'est cool. Et, mais après, ouais, après les Jeux de Tokyo, moi, mon idée, c'est d'aller tenter ma chance. T'as les... pour bien saisir peut-être ce que tu as fait, donc tu as passé 10 ans en équipe de France, Ouais. de 15 à 25. Exact. Tu as participé à ceux de Rio. Est-ce que tu avais participé avant Non, non, Londres, parce que du coup, à Londres, j'avais 16 ans et ça faisait 1 an et demi que je faisais du plongeon. Donc, Mais pourtant, tu étais champion de France à ce moment-là. j'avais de France junior, parce que je suis Oui, rentré mais à 15 champion ans, de France j'étais quand à même. 18 ans. Ok. Donc, non, 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 Et non, dans le niveau l'équipe, olympique senior et le niveau champion de France junior, surtout qu'en France, il y a vraiment personne. Donc, faire champion de France, voilà, j'ai fait champion de France. Le mois d'après, j'étais en équipe de France. On est parti en compétition internationale. J'ai bien plongé. J'ai fait dernier, quoi. C'était vraiment. Au fait, t'as gagné en France, mais mon garçon, ça veut rien dire. Enfin, c'est pas suffisant, quoi. C'est voilà, on a battre. Vu qu'il y a, comme je t'ai dit, il y a très peu de piscines, très peu de structures. En fait, en France, il y a un pôle aujourd'hui. On avait Rennes et Strasbourg qui ont été fermés. Donc, en fait, il y a tellement peu de structures de haut niveau que voilà, d'être à l'INSEP et de faire champion de France, bah, c'était un petit peu. Enfin, faire premier ou deuxième, c'était un peu le minimum. Je crois qu'on était 3-4 concurrents, mais c'était pas ce qu'il fallait viser. C'était juste une étape qui me permettait d'accéder à l'équipe de France, qui était importante d'avoir, mais par rapport au niveau olympique, non, il y avait un monde. mais ils ont quel âge les autres d'équipe de France avec toi? Ben là, on est une équipe de vieux. On est une équipe de vieux, on doit avoir 23 de moyenne. Donc, il y a des Parce que c'est la même 97, équipe. on a des 98, 97, moi je suis 95, donc j'ai 25 ans. On a Mathieu qui va fêter ses 30 ans là. Donc on est vraiment une équipe de vieux. C'est-à-dire que quand moi je suis rentré au plongeon, ceux que j'appelais les grands, ils avaient 19-20 ans. Voilà, et aujourd'hui c'est plutôt nos jeunes, quoi, nos jeunes qui ont 18-19 ans. Donc C'est on hyper reste drôle. longtemps. Ça fait 10 ans qu'on est là en place et du coup on a du mal à. On a eu des entraîneurs qui sont partis, donc du coup la prochaine génération, là, ça recommence, on a recommencé à former là, des jeunes, mais pendant un moment, il y a eu un petit creux. Comment t'as fait d'ailleurs pour choisir ces entraîneurs là? C'est une bonne parenthèse ça, mais Ah non, on comment choisit tu fais pas, c'est pas comme au tennis ou quoi, c'est. Voilà, l'entraîneur de l'équipe de France, enfin l'entraîneur de l'INSEP, c'est lui, donc tu t'entraîneras avec lui. c'est c'est comme ça, quoi. Ce qui peut être un problème quand ça se passe pas très bien. C'était entre autres pour ça que je posais la question. Mais du coup, voilà, on s'est retrouvé quand il est parti. On a eu un entraîneur On a eu deux entraîneurs qui ont décidé de partir, un au Canada et nos deux entraîneurs de l'INSEP et un en Angleterre. Et puis tu te retrouves à dire bon bah il n'y a pas de coach, on fait comment? Et là du coup on allait chercher un entraîneur, appel d'offres et tout, un entraîneur d'origine chinoise qui nous entraîne maintenant. Euh, et c'est compliqué, ouais. C'est Pas de piscine, pas d'entraîneur. Enfin, en fait, c'est pour, ouais, pour avoir des entraîneurs, il faut avoir des piscines, il faut avoir des clubs, il faut avoir des structures, le temps que les entraîneurs se fassent la main, se forment, fassent des stages, apprennent avec les entraîneurs en place en équipe de France, avec les équipes de France seniors. Et c'est ce qui se fait dans d'autres sports. Par exemple, moi, je vais parler de la gym parce que je le connais, mais voilà, tu as les structures, tu as les clubs, les centres régionaux, les pôles espoirs, après les pôles France junior, et puis après les pôles France senior, et après il y a l'INSEP. Et voilà, les entraîneurs se connaissent tous, peuvent évoluer et sont formés petit à petit, en fait. Et nous, en fait, l'entraîneur, c'est un entraîneur de plongeon. Soit il est entraîneur de club avec zéro moyen, soit en fait il est entraîneur national, quoi. Ce qui est un peu du coup compliqué. Et il n'y a pas de formation on forme pas beaucoup de plongeurs, mais on forme pas beaucoup d'entraîneurs non plus, quoi. Et les entraîneurs sont pas forcément des anciens champions chez vous? Non, pas forcément. Bah là, notre entraîneur actuel, si, lui, il a gagné une Coupe du Monde et il a fait quatrième au jeu pour la Chine. Donc c'est un plongeur pour la Chine, donc c'était une machine de guerre. Mais pas forcément, non. C'est pas un prérequis, hein, d'être bon dans son sport veut pas dire qu'on sera bon entraîneur et inversement, quoi. C'est avoir enfin, ouais, avoir une vision c'est un métier, hein, c'est un métier et comme tout, il y a des gens qui vont être talentueux pour ça. Il n'y a pas que le travail, il y a des gens à qui ça va passer tout simplement aussi. Il y a des gens à qui il y a des binômes qui vont très très bien fonctionner et puis l'entraîneur peut être excellent mais que ça passe pas du tout et que ça n'amène jamais à rien. Enfin, donc c'est des alchimies qui sont très compliquées.
Et alors, si on reprend rapidement le résultat de Rio, tu finis quatrième. Ah, vas-y, fonce le couteau, je dirais rien. Allez, tourne, retourne. Là, ma question, c'est plus pour savoir, est-ce que tu connais bien tes concurrents? Est-ce que tu savais qu'il y avait ce niveau-là? Est-ce que tu étais un peu déçu de ton résultat? Est-ce que... Non, 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 c'était... En fait, moi, c'est pour te compléter mon histoire du plongeon. Donc moi, je rentre en septembre 2010, euh, donc à 15 ans, et on est junior jusqu'à 18. Et du coup, mes 3 premières années de junior, je les ai fait en tremplin. Donc je les ai fait en tremplin. euh, Parce que déjà, c'est moins haut, c'est moins dangereux. Le côté que ça rebondissait, ça représentait un peu. C'était une transition un peu plus facile par rapport à la gym. C'était des installations qu'on avait beaucoup. Donc, du coup, j'ai commencé en tremplin pour me transformer, faire une transformation plongeon, quoi. Quand je suis arrivé en senior, on m'a dit bon, par contre, toi, ton physique et tes qualités font que tu peux vraiment. Enfin, on pense que tu peux vraiment exploser en plateforme. En tremplin, ce serait un peu plus dur parce que comme tu es très léger, tu as beau être puissant, comme tu es léger, pour enfoncer le tremplin suffisamment et qui te crée, pour toi-même te créer cette hauteur qui te permettra de faire des grosses difficultés, en fait, tu auras du mal. Parce que bah, tu grossis pas, quoi. Voilà, c'est ta morpho. Et donc, du coup, je suis passé en plateforme pour la saison 2014 et les qualifications olympiques étaient en 2015. Donc, je me qualifie aux Jeux en 2015. J'avais 2 ans de 10 mètres. Euh, et donc, déjà, se qualifier aux Jeux, c'était un truc assez fou. Je fais 5e au championnat du monde senior. Donc, je dis, waouh, c'était fou. Donc, pour l'année d'après, on dit, bon, bah, on va continuer à bosser. Et puis, pourquoi pas. Et puis, en fait, dans l'année, il m'est arrivé deux bonnes blessures. Et donc, du coup, je me suis fait une déchirure du psoas. Donc, ça, je pouvais plus lever la jambe. Donc, forcément, faire du plongeon quand on ne peut pas lever la jambe, c'est un peu compliqué. Ça, je me fais ça quoi, fin février. Donc déjà février, tout le mois de mars out. Je reprends au mois d'avril et puis je crois 3 semaines, troisième semaine d'avril en fait, je me fracture le sacrum avec déplacement et tout. Et là on me dit bah tu prends 2 mois un peu plus, on espère 2 mois. Là tu dis ouais mais on est fin avril donc 2 mois ça fait fin juin. Les jeux ça attaque le 25 juillet, comment on va faire? Ou le 5 août, non c'est le 5 août Rio que ça attaquait je crois. Et du coup, voilà, je reprends fin juin en toute urgence, comme une brute, en me disant c'est un peu la course. Et j'arrive au jeu, je m'étais du coup bah, quasiment pas entraîné de l'année, hein, parce que ça fait plus de 3 mois d'arrêt. Puis après, bah, après 2 mois d'arrêt, c'est plus. Il y a toute la partie rééducation, il y a tout ça, tu reviens pas direct. Donc faire du plongeon, travailler mes plongeons compétition, je les ai quasiment pas fait de l'année. Là, j'avais repris du coup vraiment mes plongeons un mois avant les jeux, donc j'arrive au jeu en me disant bon bah j'ai déjà la chance d'être là, de pas être blessé à ce moment-là, qu'on m'ait laissé partir, de m'être remis, d'avoir eu le temps de refaire mes plongeons de compétition. Je fais du 10 mètres depuis 2 ans et demi. Bon, on va aller au jeu, on va essayer de faire du mieux que je peux, mais je savais que j'avais pas mes armes, quoi. Et puis finalement, en fait, je m'en tire quatrième, mais je suis à 2 points de mon record. Donc en fait, je fais vraiment du mieux que je pouvais. Enfin, c'est vraiment, je fais une super compète par rapport à mon niveau et les moyens que j'avais du moment. Et pour te dire, le troisième a fait un score qu'en fait j'ai toujours pas fait. Donc, je l'ai toujours jamais fait. Le score qui permettait d'être médaillé à Rio, je l'ai toujours pas fait depuis, même en étant quand je fais champion d'Europe l'année d'après. Donc voilà, il était un Ah petit peu ouais. loin et j'ai pas de regrets parce que si tu mets enfin si avec des si on peut vraiment refaire l'histoire dans le détail et que je gagne et que je explose mon méga record, ce que j'ai jamais réussi à faire, même avec un très bon concours, parce que quand même des plongeons, je prends 9,5 partout, tu vois, donc c'est vraiment des très très beaux plongeons avec la note maximale de 10. Mais j'étais juste déçu parce que c'était quatrième et que je me rendais compte que bah, j'étais passé en fait pas loin d'un truc de fou et que quelque part, bah, en étant quatrième, comme on veut toujours plus, mais la fois d'après, j'étais condamné à être médaillé en fait. En fait, on veut forcément être médaillé. On est sportif, on est compétitif, donc tu y vas pour gagner, tu y vas pour en tout cas au moins avoir une médaille. C'est pas là pour ça. Enfin, faut pas aller s'entraîner tous les jours, quoi. Après, tu sais ce que tu es capable de faire à l'instant T, quoi. Si tu peux le viser dans 4 ans, tout ça, mais tu y vas pour faire vraiment le meilleur et essayer de gagner, mais avec les moyens du bord, quoi. Faut aussi être lucide. Donc si tu fais des si pour moi, tu fais des si pour d'autres qui ont raté. Et puis voilà, le quintuple champion du monde chinois, il rate sa finale olympique et je le bats. Donc je pourrais dire que j'ai battu mon idole en finale des Jeux, tu vois. Donc c'est ça, quoi. C'était plus ça qui était dur, de me dire, il y a du super, j'étais en finale olympique, il y avait ma famille, c'était fabuleux, c'était un des meilleurs moments de ma vie. Et puis en même temps, de me dire, bah, c'est le plus amer, quoi,
Parce qu'il a fermé tellement de portes. Il a fermé tellement de portes. Maintenant, je ne peux plus que voir le podium. Je suis condamné à être médaillé ou déçu. Parce que si tu rebosses 4 ans tous les jours, tu repasses les hivers, comme on le disait tout à l'heure, pour à la fin, un jour où je disais, comme tu vois, pour 5 centièmes de seconde, là, tu repasses à côté ou tu fais moins bien que la fois d'avant, ça aura un goût sûrement très amer aussi. Qu'est-ce que tu vises du coup là? Je vise la médaille. Je vise la médaille. Je pense que jusqu'à la place numéro 2, sur un coup, ça peut se faire. La place numéro 1, actuellement, là, les Chinois, ils sont vraiment dans un autre monde. Parfois, ils font des concours, ils ont des plongeons tellement difficiles, mais ils les font à 10. Et tu vois, des fois, ils font des scores où si moi, je fais tous mes plongeons à 10, mais je les bats pas. Parce que ces gars-là, c'est des monstres, en fait. Donc, ils sont des plongeons qui sont tellement difficiles. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de 10 en fait? Je comprends pas. En fait, ouais, il faut expliquer quand même comment c'est noté un plongeon. Donc, c'est entre 0 et 10. On a dit un petit peu près les critères de notation tout à l'heure. Et en fait, on va avoir 7 juges qui, sans se concerter, donnent leurs notes en fonction de ce qu'ils ont vu. On va enlever les 2 notes les plus hautes et les 2 notes les plus basses pour enlever les optimistes, les pessimistes, ceux qui t'aiment pas. Enfin, vraiment essayer d'être le plus neutre possible. Donc on enlève quand même plus de la moitié des notes. On garde les 3 centrales et on les additionne. Donc si tu prends 10, 10, 10, ça fait 30 points. Si tu prends 8, 8, 8, 24, enfin voilà. Donc, on additionne ces notes. Et ce résultat-là, donc si ça fait 30 points, on le multiplie par la difficulté du plongeon. Donc un plongeon qui vaut 3, 3,0 de coefficient, bah, si tu as fait 10 partout, tu fais 90 points. 30 fois 3. Donc voilà. Et donc c'est là où je dis, les Chinois font des plongeons tellement durs, mais ils les font à 10, qu'en fait, s'il y a des plongeons où si moi je fais 10, ils vont quand même me mettre 20 points, tu vois. Mais mettre 20 points au reste du monde, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'ils réussissent à faire des plongeons les plus durs du monde. Il n'y a personne d'autre sur Terre qui réussit à les faire, et ils les font à 10, quoi. Tu dis, il pourrait au moins avoir un autre mec, je sais pas, qui réussit à le torcher à 7, le machin. Non, tu passes de la perfection à un niveau inférieur, mais pas suffisamment pour passer au niveau supérieur, à eux qui sont dans un futur. Ce qui fait que ces mecs-là, s'ils prennent 8, le plongeon est tellement difficile que ça vaut autant que si toi tu fais 10. Donc tu vois, il faut vraiment que les mecs ils ratent sévère, quoi. D'où le côté, si moi je mets tous mes plongeons qui sont quand même assez déjà pas mal, tu vois, pour faire champion d'Europe, faire des finales au championnat du monde, quatrième au jeu, tu vois, c'est que la différence entre le premier, enfin ces deux-là, là, et nous, les 3, 4, 3e, 4e, 5e, ces mecs-là, ils se font battre tous les 2, 3 ans, quoi, quand ils font des boulettes. Donc si c'est un jour où ils sont vraiment énervés, bah, la médaille d'or, elle dépendra pas de moi. Parce que même moi, si je fais le concours à 10 partout, avec la série que je compte présenter, parce que voilà, ces plongeons, ils sont infaisables, et j'aurai pas le temps, là, en un an, de les faire à 10. Ce jour-là, ça peut ne même pas dépendre de moi. Toi, tu peux faire tout parfait, 10, tout à 10. Ça s'est jamais vu, les 6 plongeons à 10. Si je faisais tout à 10, et que le mec, il me dit, bah, mon garçon, mais ça suffit pas, quoi. C'est impressionnant. Et alors, peut-être pour préciser, je sais pas si c'est secret, mais la série, du coup, ça représente quoi les 6 sauts que tu présentes? Du coup, tu peux nous décrire en 2 secondes à quoi ressemble la rotation? En gros, je fais 3 tours et demi dans tous les sens. En gros. Ok. Donc il y a triple salto et demi, voilà, pour faire la moyenne de tout. On va dire que voilà, je fais triple et demi arrière, triple et demi avant, équilibre avec triple arrière derrière, euh, double vrille et demi, enfin, voilà, quand il y a des vrilles, des double vrilles et demi. Et, euh, et ces gars-là, ils sont dans le futur. Parce qu'ils font quoi? Ils font un de plus? Ouais. Systématiquement? Pas systématiquement, mais sur certains plongeons, ouais. Ah la vache. Donc, voilà, il y en a un chinois là, qui est recordman du monde, qui est champion du monde, et voilà, on est tous là entre triple et demi avant carpé et quadruple et demi avant groupé, et puis lui il va faire quadruple et demi avant carpé, donc avec les jambes tendues, donc c'est le plongeon le plus dur du circuit, ça vaut 4,1. Donc il a déjà fait à 10 partout, il prend 123 points d'un coup. Tu vois, donc c'est à dire que même nous avec un quadruple et demi avant, si tu le 30 fais points derrière. je crois que quadruple et demi avant hors chinois à 10, je l'ai quasiment jamais vu, je crois. 9,5, 9, 9,5. Ouais. Je l'ai jamais vu à 10, quadruple et demi en groupé par un étranger, enfin un autre que chinois. Et si tu fais ça, tu vas faire 100 points. Donc c'est-à-dire que toi, tu fais un 4 tours et demi à 9,5, t'es au-dessus de toute la planète, et puis ce gars-là, il va quand même te mettre 20 points. Et là, tu fais, bon, bah, et voilà, tu peux rien. Mais c'est le système. C'est le système. C'est que nous, voilà, comme je le disais en France, et ben même à l'INSEP, j'ai pas de 10 mètres. Donc tu vois, on s'entraîne dans une piscine publique le matin.
où il n'y a pas tout ce que je disais de la zone d'échauffement, on l'a pas, il n'y a pas de ça, donc on s'échauffe dans les gradins, sur des tapis, puis on va dans l'eau. On n'y a pas accès l'après-midi, donc c'est que le matin, à la dure. Tu dois faire tes plongeons complètes le matin, tu n'as pas le temps le matin de travailler les bases. En fait, on travaille les bases l'après-midi, et puis le matin, il faut faire le 10 mètres. C'est un peu inversé, parce que c'est la piscine publique, c'est les horaires, c'est comme ça. Le matin, on est sur les créneaux où les enfants des écoles viennent. Donc la piscine, elle est bondée de gamins, ils font grave du bruit, tout ça. Donc, et on essaie de s'entraîner là. On n'y a accès que 4 fois par semaine. Donc toi, t'es comme ça, et tu es face à des Chinois ou des Russes, des Anglais, des trucs qui ont des moyens quasi limités. Et les Chinois, je vais dire heureusement qu'ils sont à ce niveau-là. Parce qu'ils prennent 200 000 gamins, ils les entraînent dans des conditions qui, humainement, au niveau des droits de l'homme, je suis pas sûr qu'on soit dedans, tu vois. Tu les entraînes sans foi ni pitié, sans rien. Forcément, les deux survivants, c'est des machines de guerre. C'est nécessaire, quoi. Tu prends, ils ont des piscines bien plus. Enfin, nous, quand on est allé en Chine, comme l'entraîneur vient de Chine, on a pu visiter des centres d'entraînement de clubs. Les mecs, ils ont des installations, mais 10 fois meilleures que ce qu'on aura jamais en France. Tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, bah ouais, ils sont 100 000 et c'est deux maximum par pays pour représenter. Donc les deux qui nous envoient à la fin au jeu, ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent plus d'heures, enfin 25 heures sur 24, quoi. Ils sont entre eux, et voilà. Et quand tu écoutes un Chinois, l'interview du champion olympique de Rio 2016, il te dit ça a été plus dur de faire champion de Chine et de se qualifier au jeu que de les gagner. Ah la Parce vache. qu'ils ont les 12 finalistes du championnat chinois, ils peuvent être champions olympiques, sans problème. Ils doivent en choisir Ah, deux, quoi. Eux, vraiment, bah oui. c'est choix de luxe, enfin, tu vois, c'est chaud. Donc tu penses que si jamais ils avaient le droit d'en faire, mettons, 5, 6 par pays, Il y aurait personne t'aurais qui aurait de les médaille. top 6. Ouais, c'est ça. Il y aurait, Les 6 Non, premiers parce que seraient sur chinois. 5-6, mathématiquement, t'en auras 3 qui vont réussir. Tu vois, t'en auras peut-être 2 qui vont rater. Euh, en fait, ils réussissent à se faire battre au jeu, parce que comme tout est fait pour les jeux, eux, en fait, c'est très simple. C'est si tu es champion olympique, ça y est, t'as réussi ta vie, ta famille est sauvée de tout, mais vraiment, la médaille d'argent n'est pas reconnue. C'est pour ça que si tu regardes la finale de Londres en plongeon, à 3 mètres et à 10 mètres, ils se font prendre le titre, et t'as le mec qui est vice-champion olympique, et est en train de pleurer. Parce que ça fait 15 ans qu'il a subi ce fameux traitement de fou. Il a gagné les 5 derniers championnats du monde, mais les championnats du monde, on s'en fout. Donc ils y vont, les mecs, ils ont une pression tellement monstre, ils sont tellement habitués à ça qu'ils survolent le truc parce qu'ils vont au championnat du monde avec zéro pression et ils rigolent. Mais quand tu arrives au jeu, c'est la première fois de leur vie, on leur dit genre là, gros, là, tu joues ta vie en fait. Tout ce que tu as fait pour là, ce pourquoi ta famille et tout, tu joues tout d'un coup. Et là, c'est super chaud. Et donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment une grosse pression et que de temps en temps, en général, au jeu, sur les deux qu'ils envoient, il y en a un qui rate, tu vois. Mais bon, l'autre, il fait champion olympique quasiment toutes les fois. À Londres, ça a été l'exception chez les hommes, mais ils ont pris les 8 autres titres, hein, que ce soit filles et tout. Mais, euh, mais si on en mettait 6, statistiquement, mathématiquement, avec l'avance qu'ils ont, il n'y aurait C'est la pas de place. médaillé, quoi. Ouais. Tu pourrais faire une finale de chinois, j'en suis sûr. Si c'est une finale à 12, je suis sûr que tu pourrais faire une finale. Il y a moyen, quoi. Si c'est un jour, on n'est pas tous trop chauds ou quoi, il y a un moyen qu'un jour, en finale, il vire tout le monde. Tu sais expliquer pourquoi les Chinois, de manière générale, sont perçus comme des gens qui ont une endurance extraordinaire en comparaison à un Européen, par exemple. Bah, quand tu commences à faire 60 heures par semaine à 5 ans, Donc c'est ça, tu penses, la raison? ils sont infatigables. Hmm. Ils sont infatigables. C'est vraiment. Enfin, si on parle vraiment de la façon pourquoi on peut pas les avoir trop fatigués, pourquoi ils sont endurants et tout ça, c'est que, ouais, je te dis, le mec, ses plongeons, il les fait tellement des milliards de fois, limite, qu'il soit blessé, pas blessé, ils en ont rien à faire. Que, en fait, après, à la fin, quand ils arrivent en compétition, qu'il y a des créneaux d'entraînement qui peuvent pas s'entraîner les 17 heures par jour, en fait, bah, d'un coup, ils baissent le rythme et les mecs, ils sont super bouillants. Ils disent, ouah, c'est trop bien, on a de l'énergie, quoi. On s'entraîne plus que 4 heures par jour, c'est bon, quoi, c'est facile, c'est les vacances. Et ils ont de l'énergie qui déborde. C'est extraordinaire. Tu as des frustrations dans ta carrière jusqu'ici, Benjamin? Autre, on en a parlé, pas la peine de revenir dessus, que ce titre olympique. Des frustrations dans ma carrière.
Des frustrations, des frustrations. Des trucs que tu regrettes, des trucs dont tu es triste, enfin, des choses que tu aurais pu voir différemment, ou aimer voir différemment. Ouais, il y a peut-être comme je t'ai dit, mon entraîneur de Rio après est parti en Angleterre. Celui qui m'avait recruté, qui m'avait laissé ma chance. Et en fait, sur la fin, on s'entendait plus très bien parce que en fait, c'était humainement, tu sais, tu le vois plus que tes parents, en fait. Lui te voit plus que tes parents, toi tu le vois plus que tes parents. Et il t'a vu depuis le premier jour. Et en fait, forcément, c'est tellement enfin, pas sur le dos, mais qu'à un moment donné, en fait, une relation humaine qui devient compliquée. En fait, juste la présence de quelqu'un peut t'énerver, tu vois. Et, euh, et ça, c'est dommage que au moment où il soit parti, on travaille, enfin, on travaille toujours de façon pro, mais plus, on partageait plus les délires qu'on avait, tu vois, quand j'ai commencé le plongeon. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, ça revient, tu vois. On a réussi à revenir l'un vers l'autre. Alors, il est en Angleterre et tout, mais tu vois, on réussit à se retrouver, à discuter, à parler et à s'être dit les choses, simplement conscient que voilà, voilà, t'as fait 10 ans, enfin 8 ans, t'as vécu il a vécu la quatrième place avec moi, et on a vécu les meilleures joies avec cette qualification, il m'a amené en équipe de France, ça, on a vécu tellement tout, les galères aussi des installations France, on a vraiment tellement tout vécu que à la fin, t'as un peu fait le tour. Et donc, du coup, c'est bien qu'aujourd'hui, je m'entende bien, tu vois, et que ça se repasse bien avec la personne qui m'a laissé cette chance et qui m'a aidé à me construire, tu vois, en tant que plongeur, quoi, qui a fait que j'ai des bases solides comme ça. Donc, ça peut être une frustration qu'au moment où il a décidé, après, il a décidé de partir, tu vois, mais je pense qu'au final, c'était une bonne décision, parce que du coup, ça lui a fait de l'air à lui. Je pense aussi que c'est invisible, quoi. Toi, t'es entraîneur, pareil, tu passes avec du temps, beaucoup de temps avec nous à t'investir, créer du temps et tout ça. Si tu as l'impression que ton travail il est pas remis à sa hauteur, donc ouais, voilà, je dirais que c'est dommage, mais qu'au final, c'était une belle leçon de vie, qu'aujourd'hui ça se passe bien. Et ça, en fait, c'est une frustration, mais en même temps, ça rappelle qu'aujourd'hui, c'est cool quoi, que ce soit différent. Donc c'est ça. Après, non, le chemin, c'était un beau parcours quand même. Donc frustration, bah ouais, il y a des fois où tu finis quatrième, t'aurais voulu être médaillé. Parce qu'au quatrième, je l'ai fait quand même au championnat du monde, au championnat d'Europe et aux Jeux. Donc tu vois, Tu il n'y a commences à pas être que un aux Jeux, tu habitué. vois. J'ai le plus grand palmarès français de la quatrième place, quoi. Tu vois, c'est assez monstrueux, quoi. Et toujours en faisant mes records, tu vois. C'est jamais. On pourrait dire, ouais, c'est le côté français qui craque, tu vois, et tout. C'est genre, non, à chaque fois, j'ai fait quatrième en pétant mon record, en fait. Mais c'est juste que c'était pas encore assez, quoi. C'était mon premier championnat d'Europe à 10 mètres, tu vois, ou le deuxième. Voilà, je fais quatrième, quoi, tu vois, avec mon record. Je fais quatrième au jeu avec mon record, enfin 2 points de mon record juste après. Alors 2 points, ça peut être beaucoup et pas beaucoup. Là, nous, il faut se dire que mon total, c'est plus de 500 points. Donc 2 points sur 500, c'est vraiment pas quelque chose. 2 points en gymnastique, par exemple, ce serait un monde. Non, c'est 2 points par rapport à plus de 500. Donc les Chinois, ils tournent à quasiment 600. Donc vraiment 2 points, c'est rien du tout, tu vois. Et donc je suis à 2 points de mon record après retour de blessure, la pression d'une finale olympique et j'ai quand même réussi à répondre présent. Donc c'est pas le manque de mental, c'est juste qu'à chaque fois, c'était plus fort que moi. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas si dur à digérer. Encore une fois, si on revient au tout début de la discussion où je disais pas de regret, tout ça, c'est que toi, tu as fait ton job, tu as battu ton record, et ben en fait, ton adversaire était plus fort que toi, donc bravo à lui, quoi. Et après, on se félicite entre nous et c'est cool. T'as des gens que t'admires en général, ou des idoles en particulier qui t'inspirent. Pas forcément des plongeurs d'ailleurs. Ouais, non, bah si, ouais, moi, tu vois, Teddy Riner, concrètement, tu as Lewis Hamilton en Formule 1, euh, ce genre de mec, des Bolt aussi. C'est parce que c'est la partie la plus dure qu'ils font. Ils sont déjà au top. Ils ont déjà tout. En fait, aujourd'hui, ils ont quasiment tout à perdre, tu vois. Et quand tu vois un Teddy Riner, ça y est, il est tombé, malheureusement. Mais il y a un moment donné, tu disais, putain, en fait, à chaque combat, maintenant, la légende elle est tellement énorme qu'en fait, il gagne pas. Il a juste pas perdu encore. Il a juste, t'as l'impression qu'il a pas il va rien gagner en gagnant son combat, mais qu'il a juste plus tout à perdre, tu vois. Parce que les mecs, ils sont au top et réussissent à être motivés,
à se mettre mal à l'entraînement. Enfin, je veux dire, le mec est 10 fois champion du monde, les médailles d'or olympiques, il les a enfin, il en a plusieurs. Les médailles Europe, il va même plus au championnat d'Europe, parce que bon, ça va, championnat d'Europe, enfin, t'es 10 fois champion du monde. Et tu te dis, le gars, il réussit encore aujourd'hui, là, à cet âge-là, avec des opérations, des trucs, à se mettre mal. C'est violent, quoi. Tu vois, c'est là où j'ai le respect du mec, quoi. Il aime ce qu'il fait, il aime se dépasser, et il remet tout sur la table, il remet tout en cause, quitte à ce qu'au final, ça se passe mal, et il y retourne comme un lion, quoi. Et ça, je trouve ça très très beau. Parce que je l'ai pas vécu, pas à ce niveau-là, mais j'ai pu sentir, tu vois, la fois où j'y allais, l'année d'avant, je fais quatrième au championnat d'Europe, et la fois d'après, j'y allais pour me venger, aller croquer les mecs devant, et je fais champion d'Europe. C'était pas du tout la même chose que l'année d'après, hein. L'année d'après, quand tu redébarques dans la piscine, les journalistes, ah, les champions d'Europe, les machins et tout, va-t-il défendre sa médaille, son machin. Enfin, c'est pareil, une fois que tu es champion d'Europe, si l'année d'après tu refais médaillé européen, ce qui est un truc de ouf. Et en fait, tu as l'impression que tu as perdu quelque chose, quoi. Tu plus ton titre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, machin et tout, tu vois. Ouais, mais c'est quand même une médaille européenne ou quoi, en fait. On est conditionné à ça, c'est le sport aussi. Et donc, du coup, c'est ça, quoi. Tu vois, ces mecs-là qui sont champions de tout, Lewis Hamilton, pareil, et tout. Bah, tu fais, ouais, il réussit encore à se mettre mal à Impressionné. l'entraînement et tout ça, quoi. Il n'y a Ouais. pas que la compète, il y a tout ce qu'il y a derrière. C'est la vie, elle est intense, elle est coûteuse, tu vois, en énergie et tout. Et le mec, il réussit encore à y aller, quoi. Bien sûr. Mais alors, du coup, tu mentionnes quand même beaucoup de champions, beaucoup de numéro 1, pour reprendre la blague du palmarès de 4e place. Est-ce que du coup, finalement, le dépassement de toi, c'est pas devenu un peu une drogue? Est-ce que le dépassement de toi, c'est pas une drogue? Si, forcément. Si, forcément, mais parce que. Après, c'est dans tout ce que tu fais, en fait. Dans tout ce que tu fais, tu as goûté quelque part à une certaine méthode, à une certaine rigueur, tu te rends compte de ce dans quoi tu as des trucs et tout, et le moindre truc que tu te mets à faire, tu veux le faire bien et tout le monde veut te challenger. En fait, T'as- si tu fais du ping-pong avec des potes, toi tu es en équipe de France de plongeon, tu es censé être fort en sport, quoi. Enfin, tu vois, tu peux pas perdre, et puis toi tu as envie de gagner tout ce que tu fais, tu as envie d'apprendre, tu veux tout apprendre, tout savoir bien faire. Tu joues à un jeu vidéo, il faut être super fort tout de suite. Enfin, tu vois, et tu te dépasses tout le temps. C'est tout le temps, quand tu fais un truc, tu veux le faire mieux que la fois d'avant et mieux que le voisin. Tu as des défis secrets en particulier que tu veux partager, des choses qu'on ne connaît pas sur toi, des défis secrets? Non, je crois pas. Des défis secrets? Non. Là, franchement, comme ça, je vois rien. Tu t'es pas fixé de faire un truc un peu foufou dans ta vie, autre que ce que tu fais avec tout le monde dans le plongeon? Si, être pilote de chasse dans la marine et à ponter sur un porte-avions. Ça, Ça, c'est un beau ça, défi. ça, Voilà. c'est un très très À très ponter sur le Charles de Gaulle de nuit. Voilà. Être ça, parmi les hiboux à ponter sur le Charles de Gaulle de nuit, c'est impressionnant c'est cette un histoire. truc un peu de fou furieux. Et comme ils disent, c'est pas un sport de masse. C'est une expression qui est propre à eux, et c'est pas un sport de masse. Donc, ce sera aussi un truc de fou. Tu comptes t'arrêter quand du coup? Tu quoi, selon toi, c'est tu fais les prochains jeux et après c'est fini? Ah ouais, les prochains jeux, et après c'est fini parce qu'il y a un âge limite pour intégrer la. Forcément, c'est un métier pareil qui demande beaucoup d'années de formation et qui s'arrête tôt. Donc il faut que tu sois rentable, il faut que tu serves à quelque chose quand même. Parce qu'en fait, tu vas commencer entre le moment où tu rentres dans l'armée, tu vas rentrer dans l'armée, tu vas faire tes sélections, tout ça, puis après tu vas être formé les avions hélices, tu vois, jusqu'à arriver sur avion réaction, puis un jour le Rafale. Et puis même le jour où tu arrives sur Rafale, en fait, tu sers à rien parce que tu sais rien faire. Après, il va falloir qu'on t'apprenne à être un guerrier, à savoir l'utiliser au combat et tout. Et en fait, tu es utile 7 ans après le jour où tu rentres. Donc tu vois, si je rentre à 26 ans après les jeux, tu es déjà utile à 33. Si la carrière elle s'arrête à 40, 42, tu es déjà utile pas tant de temps que ça. Donc il y a un âge limite pour intégrer, c'est 26 ans. J'aurai 26 ans après les jeux. Donc si je réussis cette aventure-là, on me verra pas au jeu de 2024. Donc en fait, quelque part, on peut me souhaiter de ne pas être à 2024. Ça voudra dire que j'aurais réussi la poursuite de ce deuxième rêve. Carrément, carrément. Donc ça D'ailleurs, fait bizarre un peu quand vie. je dis ça. On me dit, ah, toi, 2024, forcément, la maison, tout ça. Je dis, ouais, bah, désolé, mais ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de ne pas y être. Et là, on me dit, mais comment ça, ce qu'on peut te souhaiter, c'est de ne pas y être? Mais voilà. Benjamin, ça va bientôt faire. Ça fait déjà 1 heure qu'on Bah, discute. je suis bavard. C'est hyper intéressant. J'avais 2-3 petites questions avant qu'on se quitte. Allez, je vais essayer de faire plus court.
Le- La première, c'est plus au niveau de quelqu'un qui voudrait se mettre au plongeon. C'est quoi les étapes à suivre selon toi? Déjà, trouver une piscine où il y a des plongeoires. Euh, Malheureusement, on a des personnes qui nous demandent de faire du plongeon et il n'y en a pas autour. Donc il faut déjà il faut un petit peu de chance. Pourquoi pas faire de la gym en parallèle, un petit peu, si c'est du niveau club. Et puis après, il faut être. Si l'objectif c'est d'intégrer, enfin c'est d'aller vers le haut niveau, comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément l'objectif, mais si quelqu'un veut se mettre au plongeon et viser le haut niveau, bah, être rigoureux, vraiment être rigoureux parce que c'est l'objectif de plus tard et commencer à prendre cette rigueur, tout donner, écouter son coach, être dans l'échange et avancer le plus possible. Et après, on ouvre des sélections ouvertes tous les ans. Donc tous les ans, il y a des sélections sur l'INSEP pour les jeunes allez, de 14 à 18 ans, 14, 17, 14, 18 ans. Euh, Ils s'inscrivent en fait et on fait quelques jours de repérage. On les fait donc déjà, ils viendront sur l'INSEP, donc ils auront la chance de voir l'INSEP. On fait quelques jours de repérage et il faut nous suivre sur les réseaux et la Fédé parce qu'on les partage en ligne. À chaque fois, ces journées portes ouvertes, devient un champion et il faut tenter sa chance. Il faut s'y préparer, Parfait. tenter sa chance. Comment on fait pour te suivre du coup, Benjamin, aujourd'hui? Les réseaux sociaux, principalement Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus parce que c'est vraiment un endroit où je trouve que c'est facile pour échanger. Donc principalement Instagram, à Benjamin Offray, tout simplement. Après j'ai Twitter et Facebook. Je suis un peu moins actif, mais si ça vous fait plaisir, je veux bien aussi. Vous pouvez me retrouver là parce que de temps en temps je partage des infos importantes, les résultats aussi pour suivre l'actualité. Et puis si c'est du un peu plus au jour le jour, et ben Instagram est bien pour ça. Ouais. Bon bah top. Mais du coup, dernière question. Allez, Tu fais une transition à 15 ans entre la gym et le plongeon sur blessure, si je ne me trompe pas. Donc il y a ouais. une part de bah, tu peux plus en faire physiquement. Mm. Si tu re-rencontres Benjamin là, 14 ans, tu lui dis quoi? Je dis fonce. Je dis fonce. Le Benjamin qui est en train de se faire alpaguer par ton coach qui t'a recruté à l'INSEP, Mm. tu lui dis fonce direct sans Ouais, je te dis réfléchir? fonce. C'est une aventure de. J'ai vécu une aventure de fou. Il y a eu un alignement de planètes quand même au niveau de la chance, quoi. Et voilà, des pôles de gym, il n'y en a pas qu'un, des entraîneurs de gym, il n'y en a pas qu'un. Et puis moi, j'avais quand même celui qui connaissait, enfin, tu vois, un entraîneur de plongeon qui savait déjà que le plongeon ça existait, parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Ils iraient pas tous conseiller leurs jeunes non plus avec un autre sport. Simplement, tu te ferais virer et basta. Donc, je dirais fonce, parce que j'ai vécu des choses de fou, j'ai rencontré des choses de fou. Je suis à l'INSEP avec des gens incroyables. Enfin, tu vois, avant, je regardais l'INSEP les yeux comme ça. Aujourd'hui, j'en suis ambassadeur, donc je suis ambassadeur de l'INSEP. Je regardais les gens qui avaient le survêtement avec marqué France dans le dos, les yeux gros comme ça. Puis moi, aujourd'hui, j'ai celui qui est marqué France avec des anneaux en dessous. Donc j'ai le France olympique, tu vois. Donc c'est une aventure de fou. Faudra s'accrocher, mais je dirais fonce, mon gars, si tu donnes tout, ça peut, franchement, ça peut être une aventure assez palpitante. Merci Benjamin pour ce temps et ce témoignage. Ça a été une heure hyper intéressante. Avec grand plaisir. J'espère que ça aura plu à tout le monde et que tout le monde aura pu apprendre un petit peu sur moi et sur ma discipline. Ah bah, moi en tout cas, je me couche moins con ce soir, c'est sûr. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt. À une prochaine, ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.